N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela aide vraiment notre communauté à grandir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? Je suis vraiment curieux de savoir jusqu'où vont les secrets des Borgia. Le vent mordant d'automne à Paris balayait les feuilles mortes sur les pavés de la cour de l'hôtel particulier des Borgia, une propriété isolée aux abords de Senlis. De l'extérieur, l'architecture gothique semblait figée dans le temps. À l'intérieur, le contraste entre les deux frères qui y vivaient était saisissant. Arthur Borgia, le fils aîné, se déplaçait dans le hall principal avec la précision chirurgicale d'un homme qui contrôlait chaque centime et C'était un secret de famille. Il portait un costume sur mesure, impeccable, tout en examinant une série de vieux documents concernant la cheminée effacée. Il avait hérité non seulement du commerce d'import-export de les antiquités, mais aussi la froideur pragmatique qui a permis de préserver le nom, de l'image de famille irréprochable aux yeux de la haute société française. Pour Arthur, le passé était un atout financier. Les récits de rituels et les empoisonnements associés à leurs ancêtres italiens n'étaient que des connaissances folkloriques utiles pour valoriser les objets lors de ventes aux enchères exclusives. À l'autre bout de la pièce, sous la faible lumière d'une lampe, son jeune frère, Charles, lisait. Avec les manches de chemise froissées, repliées jusqu'au coude, mains tachées de encre et terre, Charles feuilletait obsessionnellement ses journaux intimes. Son père était décédé, il était l'opposé de son frère, imprévisible, animé par une curiosité fiévreuse et consumé par la certitude que la richesse de la famille a été fondée sur quelque chose de bien plus sombre que cela. Le commerce des reliques. Charles ne recherchait pas un statut social, il recherchait la vérité sur les disparitions soudaines d'employés de biens immobiliers au cours des dernières décennies. Le conflit silencieux entre les deux atteignit son paroxysme lorsque Charles frappa la table en palissandre avec un lourd carnet en cuir. Rompant le silence de la nuit, il désigna une page, déchirée, dont les bords laissaient apparaître des traces d'une substance sombre, et s'est desséché. Arthur n'a même pas sourcillé. Au lieu de répondre au geste, le comportement inopportun de son frère l'a tout simplement conduit à récupérer les papiers auprès de lui. À l'avant, les verrouillant dans le tiroir du bureau avec un clic sec, et définitivement. Le silence qui suivit n'était pas un silence de paix, mais un silence de trêve armée. La tension devint palpable lorsqu'un bruit étouffé se fit entendre. Provenant du sous-sol de la propriété, une ancienne cave à vin qui, autrefois, il servit de refuge pendant les guerres de religion en France. Non, on aurait dit des rats ou la vieille structure qui s'affaissait. C'était un rythme mesuré, comme si l'on traînait quelque chose de lourd, contre le sol en calcaire. Charles fit un pas vers la porte du sous-sol avec les yeux fixés sur la poignée de porte en bronze noirci. Arthur, d'un mouvement rapide et calculé, il se positionna devant l'entrée. Il bloquait le passage à son jeune frère. Ses doigts se refermèrent autour de la montre de poche en la serrant jusqu'à ce que les articulations des doigts, ils sont devenus blancs. Il n'a pas dit un mot pour se justifier, mais son regard était un avertissement clair. Il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Ouvrir. Avant que Charles puisse protester ou forcer le passage, les lumières du couloir tremblèrent violemment, puis s'éteignirent, plongeant la pièce dans l'obscurité. Dans l'obscurité totale de la campagne française, dans le noir, le son, le frottement dans la cale cessa brusquement, remplacé par un clic net, comme celui d'une serrure qui se déverrouille de l'intérieur. Quelqu'un ou quelque chose se préparait. L'obscurité ne dura que le temps pour Arthur d'allumer un candélabre en argent. La flamme vacillante de ce dernier révéla que la porte de la cave demeurait close, bien que la serrure fût visiblement desserrée. Le manoir Senlis semblait respirer au rythme de la nuit. Bâti sur les fondations d'un ancien monastère détruit pendant la Révolution française, il portait l'empreinte de la violence historique de la région. Les murs de calcaire, froids et humides,
conservait une odeur de moisie et de cire d'abeille mêlée à l'arôme métallique que Charles connaissait bien de par ses investigations. Arthur se déplaçait avec l'élégance froide de celui qui règne en maître sur son territoire. Il réajusta les poignets de sa chemise, ignorant délibérément le sursaut de son frère. Le pragmatisme d'Arthur puisait sa source dans des années de commerce sur le marché de l'art parisien, où il avait appris que la valeur d'un secret dépend de celui qui le détient. Il percevait l'obsession de Charles comme une faiblesse dangereuse, une fantaisie romantique qui menaçait l'empire qu'il s'efforçait de consolider rue du Faubourg Saint-Honoré. Charles, pour sa part, portait les stigmates de la décrépitude qu'Arthur s'efforçait de dissimuler. Ses doigts, calleux à force de manipuler parchemins et outils de jardinage, tremblaient légèrement. Il se souvenait des étés de son enfance passés au domaine, lorsque les chuchotements des domestiques évoquaient Cantarella, le légendaire poison des Borgia, et comment d'anciennes recettes auraient pu traverser les Alpes avec des ancêtres ayant fui Rome. Pour les habitants de la commune, les Borgia français n'étaient pas de simples aristocrates reclus. Ils appartenaient à une lignée maudite dont les origines étaient comptées dans des contes populaires terrifiants. Tandis que Charles tentait de déchiffrer la serrure, de lourds pas résonnèrent dans le couloir. Baptiste, le vieux contremaître du domaine et le seul employé encore présent dans la maison, entra, une lanterne à pétrole à la main. Homme taciturne du Nord, ses mains marquées de cicatrices témoignaient de décennies de dur labeur. Il ne regarda pas Charles. Son regard était rivé sur Arthur, avec lequel il échangea un discret signe de tête que le cadet ne manqua pas de remarquer. Une complicité morbide unissait Arthur et le vieux contremaître, un pacte de silence scellé bien avant la mort du patriarche. Baptiste s'approcha de la cheminée et à l'aide d'un tisonnier retira une pierre descellée du socle, révélant une petite niche. Il en sortit une fiole de verre sombre de forme anatomique dont le goulot était scellé à la cire violette et la tendit à Arthur. L'objet n'était pas médiéval, le verre était moderne, mais l'étiquette portait les armoiries des Borgia, imprimées dans un style artisanal. Charles s'approcha, sa respiration haletante trahissant son indignation face à cette conspiration domestique manifeste. Il tenta de s'emparer de la bouteille, mais Arthur la glissa rapidement dans la poche intérieure de son manteau, sans se démonter. Baptiste récupéra simplement sa lanterne et se retira sous l'arche de pierre, laissant derrière lui le bruit sourd de ses bottes et le poids d'un secret qui commençait à s'infiltrer par les fissures de cette maison. Charles se tourna vers la table où le journal intime de son père était ouvert à la page déchirée. À la lueur d'une bougie, il remarqua quelque chose que l'obscurité avait masqué. Des marques de pression sur la page suivante, laissées par l'écriture vigoureuse du défunt. En passant délicatement la mine d'un crayon sur le papier, un mot latin commença à se dessiner sous ses yeux. Rachatse n'était pas un testament financier, c'était une confession. Le lendemain matin, un épais brouillard s'élevant de l'Oise recouvrait les vignes abandonnées du domaine, isolant le manoir du reste du monde. Charles n'avait pas dormi. Les graffitis dans le journal intime avaient révélé non seulement le mot rachat, mais aussi des coordonnées géographiques indiquant l'emplacement du vieux puits désaffecté au fond de la propriété. Malgré sa fatigue, il prit une lampe torche puissante et une pelle dans la remise, déterminé à déterrer ce qu'Arthur s'efforçait tant de protéger. Arrivé au périmètre du puits, une structure médiévale en pierre entourée de vignes sèches, Charles constata que la terre environnante avait été récemment remuée. De profondes traces de pneus de brouette indiquaient la direction de la maison. Il se mit à creuser frénétiquement le long de la structure. À chaque couche de terre humide enlevée, l'odeur âcre de chaux et de décomposition chimique s'intensifiait, lui prenant à la gorge. À quelques centimètres de la surface, la lame de sa pelle heurta quelque chose de rigide. Ce n'était pas de la roche. C'était le coin d'une caisse industrielle en zinc scellée avec un épais ruban isolant. Avant que Charles n'ait pu dégager le dessus de la caisse, l'ombre d'Arthur se profila au-dessus du fossé.
Son frère aîné l'observait du haut du monticule de terre, les mains dans les poches de son sombre manteau de laine. Le visage d'Arthur affichait un mépris figé, mais ses yeux trahissaient une tension insoutenable. Au lieu d'ordonner à son frère de s'arrêter, Arthur s'avança et, d'un coup de pied, fit tomber la pelle des mains de Charles, l'envoyant rouler au fond du trou. Charles bondit hors du fossé et fit face à son frère. Le rapport de force entre eux avait basculé. La soumission dont Charles avait fait preuve dans sa jeunesse avait disparu, remplacée par la répulsion face à la complicité manifeste d'Arthur dans un acte monstrueux. Arthur ne recula pas, au contraire, il se rapprocha jusqu'à ce qu'ils puissent entendre leur souffle dans l'air froid du matin. L'affrontement physique était imminent, mais Arthur garda le contrôle de la situation, utilisant son poids et sa taille pour coincer Charles contre le rebord de pierre du vieux puits. La situation s'envenima lorsque Baptiste surgit des arbres desséchés du verger. Le contremaître ne portait aucun outil de jardinage. Dans ses mains calleuses, il tenait un vieux fusil de chasse, le canon légèrement incliné vers le sol, l'index dangereusement près de la détente. Il se posta à quelques mètres de Charles, bloquant la seule issue vers la route principale de Senlis. Le silence du contremaître était plus menaçant que n'importe quel cri. Arthur tendit la main à Charles, exigeant silencieusement le journal de son père, que Charles gardait glissé dans sa poche. Devant le refus du cadet, Arthur fit un signe de tête à Baptiste. Le vieil homme arma son fusil d'un clic sec qui résonna dans les bois. Charles comprit que le différend ne portait plus sur l'héritage ni la réputation des Borgia. Il s'agissait de sa propre survie, dans un jeu dont les règles avaient été écrites des siècles auparavant, un jeu de poison et de sang. Dans un réflexe instinctif, Charles jeta une poignée de terre mêlée de chaux dans les yeux d'Arthur et s'enfuit dans la direction opposée, se faufilant à travers les buissons épais. Le coup de fusil siffla dans l'air, brisant les branches juste au-dessus de sa tête. Il ne se retourna pas. Il courut vers l'aile ouest du manoir, le seul endroit où il connaissait tous les passages secrets et où, d'après le journal, le véritable laboratoire des Borgia français existait encore. Charles fit irruption dans l'aile ouest du manoir, par une fenêtre brisée, la poitrine haletante, tandis que le bruit des pas de Baptiste résonnait sur le gravier. Il savait que le temps jouait contre lui. Un épais brouillard enveloppait la région, empêchant tout secours d'atteindre Senlis avant la nuit. Et Arthur avait coupé les lignes téléphoniques des maisons des semaines auparavant sous prétexte de réparation. Il avait jusqu'au coucher du soleil pour prouver ce qui se tramait avant de devenir la prochaine victime ensevelie dans le puits. Caché derrière les lourds rideaux de la vieille bibliothèque, Charles, les mains tremblantes, commença à feuilleter les dernières pages du journal. C'est là qu'il découvrit des lettres d'une certaine Geneviève, l'ancienne gouvernante, qui avait mystérieusement disparu 2 ans auparavant. La police locale avait classé l'affaire comme abandon de poste, mais les lettres révélaient une histoire bien plus sombre. Geneviève faisait chanter le père de Charles. Elle avait découvert que la société d'antiquité d'Arthur n'apportait pas de reliques. Elle servait de couverture à un trafic de produits chimiques rares et interdits, composants essentiels à la fabrication de toxines synthétiques à partir des manuscrits originaux de la famille Borgia. L'intrigue financière s'entremêlait parfaitement avec l'horreur familiale. Arthur ne se contentait pas de protéger le nom de famille. Il dirigeait un laboratoire clandestin qui fournissait des poisons indétectables à une clientèle influente en Europe. Geneviève avait découvert le complot et tenté de racheter sa liberté. La caisse en zinc que Charles trouva dans le puits ne contenait pas de documents. Elle renfermait la dépouille de la gouvernante, conservée dans de la chaux vive pour ne laisser aucune trace. Pendant sa lecture, Charles entendit le bruit de clé dans la serrure de la porte de la bibliothèque. Il se glissa derrière une imposante bibliothèque en chêne, juste à temps. Arthur entra, mais il ne cherchait pas son frère. Il se dirigea vers un téléphone satellite rangé dans un coffre-fort mural, composa un numéro international et activa le haut-parleur. Une voix glaciale, avec un accent espagnol, exigea l'expédition de la commande spéciale, qui devait franchir la frontière pour Madrid le soir même. Le client ne tolère aucun retard, Borgia.
Le produit est-il prêt » demanda la voix. Arthur répondit avec sa précision habituelle, assurant que le lot de chanterelles moderne l'envoi devait avoir lieu dans 2 heures. La pression du temps était devenue insoutenable. Si Arthur s'en chargeait, il éliminerait Charles et ferait disparaître les preuves avant que les autorités ne puissent intervenir. Charles comprit que le flacon de cire violette qu'il avait aperçu plus tôt dans les mains de son frère était l'échantillon final qui scellerait le sort de Charles et son exécution. Pour ne rien arranger, le bruit de pas sur le plancher en bois à l'étage indiquait que Baptiste fouillait les pièces une à une, scellant les issues. Charles était piégé dans la bibliothèque. S'il restait immobile, le contremaître le surprendrait. S'il partait, il se retrouverait face à Arthur. Il jeta un coup d'œil au journal qu'il tenait entre ses mains et remarqua un détail sur le plan de l'aile ouest. La cheminée de la bibliothèque partageait la même tuyauterie que celle du sous-sol du manoir. Un conduit de ventilation désaffecté se cachait derrière les fausses briques. C'était sa seule chance, et chaque seconde comptait. Charles écarta le faux mur de briques au bas de la cheminée, révélant une étroite ouverture imprégnée d'une odeur de suie et de métal rouillé. Il se glissa dans le conduit sombre, rampant jusqu'à s'écraser brutalement sur le sol en béton du sous-sol. Allumant sa puissante lampe torche, il comprit qu'il n'était pas dans une cave à vin ordinaire, mais au cœur même du trafic d'Arthur. Des plans de travail en inox, des alambics industriels en verre et des étagères débordant de bouteilles identiques à celles qu'il avait vues avec son frère, toutes scellées à la cire violette. Cependant, la véritable horreur de cet endroit ne résidait pas dans les instruments chimiques. Au centre du laboratoire, sur une table d'opération éclairée par une lampe halogène, reposait un grand registre médical à en-tête de l'hôpital Senlis. Charles s'approcha et commença à feuilleter les pages, espérant trouver d'autres rapports sur la mort de Geneviève. Ce qu'il découvrit, cependant, le glaça d'effroi et bouleversa son monde. Les dossiers médicaux ne provenaient pas de tiers, il s'agissait des siens. On y trouvait des rapports psychiatriques détaillés, signés par leur père, révélant des antécédents d'épisodes psychotiques, de graves hallucinations et de pertes de mémoire récentes dont Charles avait souffert à l'adolescence, suite à un grave accident survenu sur la propriété. L'écriture du père en marge indiquait que Charles avait été traité secrètement pendant des années avec de faibles doses de substances isolées en laboratoire, afin de contrôler son agressivité et son instabilité mentale. Le choc devint insoutenable lorsque Charles tourna la page et découvrit des photos en couleurs jointes au dossier. Les images montraient le corps de Geneviève peu après son asphyxie. À côté des photos, un rapport signé par Baptiste et Arthur décrivait la nuit du crime. Charles, lors d'une violente crise provoquée par l'interruption de son traitement, avait agressé et tué la gouvernante dans la bibliothèque. Arthur et le contremaître ne dissimulaient pas un meurtre commis à des fins commerciales. Ils dissimulaient le crime de Charles pour lui éviter la prison à vie ou l'internement en hôpital psychiatrique. L'esprit de Charles se fragmenta. Les souvenirs de cette nuit, qu'il croyait effacés par le stress, commencèrent à lui revenir par violents éclairs. Ses mains ensanglantées, les sanglots étouffés de la gouvernante, le désespoir d'Arthur en entrant dans la pièce et en découvrant son frère en transe. La caisse en zinc dans le puits, la fiole de poison, la surveillance constante de Baptiste, tout prenait sens à présent, mais d'une manière diamétralement opposée à ce qu'il avait imaginé. Il n'était pas le détective découvrant une lignée de monstres, il était le monstre que cette lignée tentait de contenir. Un bruit de pas dans l'escalier du sous-sol le tira de sa torpeur. La porte métallique s'ouvrit et Arthur entra, seul. Il ne portait aucune arme, seulement un plateau avec un verre d'eau et une fiole de cire violette que Charles comprit alors être son propre stabilisateur d'humeur concentré. Arthur jeta un coup d'œil au livre ouvert dans les mains de son jeune frère, puis au visage horrifié de Charles. L'expression de l'aîné n'était pas celle de la fureur, mais celle d'un épuisement profond et douloureux. La mascarade était terminée. Le silence qui régnait au sous-sol était aussi épais que le brouillard qui enveloppait la propriété.
Charles recula de 2 pas, s'appuyant contre un établi en acier. Les bocaux de verre autour de lui tremblèrent sous le choc, produisant un cliquetis métallique qui semblait se moquer de sa lucidité. Son regard oscillait entre le registre et le visage d'Arthur, cherchant le moindre signe d'un piège, un mensonge élaboré destiné à le désarmer. Mais la lassitude dans les yeux de son frère aîné était trop réelle pour être feinte. Arthur déposa le plateau sur la table d'opération, juste à côté des photos de Geneviève. Il brisa le seau de cire violette du flacon avec son pouce et versa quelques gouttes du liquide épais dans le verre d'eau. Chacun de ses gestes était lent, prévisible, comme celui d'un dompteur manipulant une bête acculée. Il ne se jeta pas sur Charles. Il savait que, dans cet état de fragilité psychologique, le moindre mouvement brusque risquait de déclencher une nouvelle crise de violence. Charles regarda ses mains. Ses jointures, tachées de terre et de graphite, semblaient soudain porter le poids de l'étranglement de Geneviève. La nausée lui monta à la gorge. Il tenta de formuler une accusation, d'exprimer la fureur qui l'avait poussé là, mais sa voix le trahit, se muant en un murmure rauque et tremblant. La certitude d'être le héros de sa propre histoire s'était effondrée, ne laissant place qu'au vide d'un esprit incapable de se faire confiance. À l'étage, le bruit du fusil de Baptiste rangé indiquait que le contremaître avait reçu l'ordre de cesser le feu. La poursuite à travers la forêt n'avait été qu'une tentative désespérée d'empêcher Charles de faire ce qu'il venait de faire, creuser sa propre tombe. Arthur croisa les bras, appuyé contre le mur d'en face. Le pragmatisme commercial que Charles méprisait tant chez son frère était, en réalité, le seul obstacle empêchant la police parisienne de resserrer son étau sur les Borgia. Le commerce des antiquités finançait les pots de vin, les médecins et le silence de Baptiste. La réaction de Charles passa du déni au désespoir. Il se jeta sur l'établi, jetant les fioles de verre au sol. Le liquide violet éclaboussa le ciment, exhalant une douce odeur anesthésiante qui emplit rapidement la pièce. Il voulait détruire le laboratoire, détruire les preuves, se détruire lui-même. Arthur ne bougea pas pour l'arrêter. Il se contenta d'observer la crise de rage de son frère, avec une froideur frôlant la pitié. Lorsque la dernière fiole se brisa, Charles s'effondra à genoux sur les éclats de verre, les mains sur le visage. Les conséquences de cette découverte étaient évidentes. Il était entièrement à la merci d'Arthur. Il n'y avait aucune dénonciation à faire, aucune justice à réclamer hors de ses murs. La liberté de Charles dépendait entièrement du maintien de cette macabre mascarade. Et pour la première fois, il comprit le prix qu'Arthur avait payé pour que le nom des Borgia ne figure pas dans les rapports de police français. Charles resta à genoux de longues minutes, sentant les arêtes vives des éclats de verre lui lacérer la peau. L'odeur âcre du liquide répandu emplissait l'air du sous-sol, mais au lieu de l'engourdir, elle lui sembla apporter une lucidité brutale qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il leva les yeux. Arthur demeurait immobile, tel un gardien de pierre attendant que la tempête se calme. Charles s'essuya les mains sales sur son pantalon et s'appuyant sur le bord de la table en inox, se releva lentement. La transformation ne s'est pas faite dans un cri de déni, mais dans l'acceptation silencieuse de sa propre ruine. Pour la première fois de sa vie, Charles cessa de se voir comme la victime lésée par sa famille ou comme le héros romantique en quête de justice. Il fixa les photos de Geneviève, posées sur la table, les yeux écarquillés, s'efforçant d'assimiler l'horreur de ses actes. Les larmes cessèrent, ses mains cessèrent de trembler. Une froide détermination, héritée de la lignée même qu'il redoutait tant, commença à remplacer le désespoir. S'il était un monstre, il devait apprendre à se comporter comme tel pour ne pas être anéanti par les conséquences de ses actes. Marchant d'un pas assuré entre les éclats de verre, Charles s'approcha d'Arthur. Il ne réclama ni son pardon, ni le verre contenant le sédatif. Au lieu de cela, il ramassa le journal intime de son père, le referma brusquement et le tendit directement à son frère aîné. Ce geste symbolisait la reddition de sa rébellion aveugle. Charles comprit que, désormais, pour survivre, il lui faudrait s'intégrer pleinement au système mis en place par Arthur et devenir un rouage essentiel de la protection du nom des Borgia.
Arthur ramassa le carnet en cuir et le glissa sous son bras. Un léger hochement de tête indiqua qu'il avait perçu le changement d'attitude de son frère cadet. Charles n'était plus le garçon instable que Baptiste devait surveiller. Il assumait désormais cette responsabilité. L'aîné s'écarta de la porte, laissant à Charles la liberté de monter seul l'escalier du sous-sol, sans être accompagné ni poussé. De retour dans le hall principal du manoir, Charles trouva Baptiste près de la fenêtre, observant la route à travers le brouillard. Le contremaître se retourna et, remarquant l'expression rigide et maîtrisée du jeune maître, inclina la tête dans un geste de respect inhabituel. Charles se dirigea vers le bureau en palissandre, prit les documents qu'Arthur avait examinés la veille et commença à les lire attentivement. Il lui fallait comprendre le fonctionnement de la maison d'antiquité, les contrats de transport et les itinéraires vers Madrid. La transformation de Charles fut douloureuse et immédiate. Ce matin-là, il enterra son ancienne identité. Si le prix de sa liberté dans la campagne française était de gérer le laboratoire et de veiller à ce que les secrets macabres des Borgia restent enfouis avec Geneviève, il prendrait les rênes de l'opération aux côtés de son frère. Le brouillard extérieur lui paraissait moins menaçant. Il ne l'emprisonnait plus. Il le protégeait du monde extérieur. L'horloge murale du hall principal sonna 4 fois. Le soleil commençait à se coucher derrière les collines de Senlis, teintant la brume d'une sinistre nuance rougeâtre. Il restait moins de 2 heures avant l'échéance fixée par l'acheteur espagnol. Charles, désormais pleinement concentré, examina les documents d'expédition posés sur la table, tandis qu'Arthur remontait du sous-sol la dernière caisse en bois contenant les fioles de toxines intactes, prêtes à être expédiées comme figurines en porcelaine du XVIIIe siècle. Le téléphone satellite posé sur le bureau vibra, brisant le silence pesant. Arthur répondit aussitôt, mais la voix à l'autre bout du fil n'était pas celle de l'intermédiaire à Madrid. C'était la voix grave et rauque d'un des informateurs de la famille à la police parisienne. L'avertissement fut bref et direct. Une plainte anonyme pour activités illégales sur la propriété avait été déposée au commissariat central cet après-midi-là. Une voiture de la police autoroutière était déjà en route pour Senlis pour un contrôle de routine. La nouvelle fit l'effet d'une bombe, mais Charles n'hésita pas. L'hésitation qui le caractérisait auparavant avait fait place à une froideur stratégique. Il regarda Arthur, puis Baptiste, qui tenait déjà les clés de la camionnette dans la cour. Si la police arrivait avant le départ du chargement, l'inspection révélerait l'existence du laboratoire et, pire encore, les récents travaux de terrassement dans la fosse où Geneviève était enterrée. Il n'avait que quelques minutes pour agir, et la moindre erreur de jugement serait fatale aux 2 frères. Arthur ordonna à Baptiste d'emprunter immédiatement les chemins de traverse à travers les bois pour éviter le barrage de police sur la route principale. Pendant que le contremaître courait vers la cour, Charles commença à rassembler tous les documents compromettants et les jeta directement dans les flammes qu'Arthur venait d'allumer dans la cheminée. Les vieux papiers brûlèrent rapidement, emplissant la pièce d'une odeur de fumée et de secrets réduits en cendres. Le plan devait être exécuté avec une précision chirurgicale. Cependant, le crissement des pneus sur le gravier de la cour extérieure interrompit l'incendie des dossiers. Charles courut à la fenêtre. Ce n'était pas une voiture de police. C'était une berline blindée noire, immatriculée à l'étranger. La portière du conducteur s'ouvrit et un homme de grande taille, vêtu d'un long manteau sombre et arborant une cicatrice barrant son sourcil gauche, sauta du véhicule. C'était Alejandro, l'acheteur espagnol en personne. Il n'avait pas attendu la livraison à Madrid. Il avait décidé de franchir la frontière lui-même pour s'assurer que la formule Borgia ne tombe pas entre de mauvaises mains. Alejandro s'avança d'un pas lourd vers l'entrée principale, accompagné de 2 hommes armés. La pression du temps, déjà insoutenable, avait créé un piège parfait. Acculés entre les policiers patrouillant la rue et un acheteur impitoyable exigeant la marchandise dans la cour, les frères Borgia devaient jouer leur dernière carte. Charles échangea un regard entendu avec Arthur, ajusta sa veste et se dirigea vers la porte d'entrée. Le dénouement de cette nuit d'automne avait commencé.
Les lourdes portes en chêne du manoir s'ouvrirent avant même qu'Alejandro ait pu frapper. Charles se tenait sur le seuil, le corps raide, le regard fixé sur l'acheteur espagnol. Derrière lui, Arthur dissimulait ses mains sous les pans de son pardessus, où il gardait un petit revolver ancien. L'atmosphère entre les deux hommes était glaciale. « Tu es en avance, Alejandro », dit Charles d'une voix ferme, surprenant même son frère aîné. Et l'adresse de livraison a changé. La police parisienne est à quelques minutes de passer cette entrée. Alejandro sourit, un sourire cynique qui fit tressaillir la cicatrice sur son visage. Il fit un pas en avant, bousculant Charles d'un coup d'épaule, et pénétra dans le hall, suivi de ses deux hommes de main. « Je me fiche de la police française, gamin. Je suis venu chercher ce qui m'appartient. Où est la boîte ?» Ces hommes mirent les mains dans leurs vestes, signifiant qu'ils ne repartiraient pas les mains vides. Arthur fit un pas en avant, mais Charles le bloqua du bras. Au lieu de reculer ou de paniquer, le cadet s'approcha de la table en palissandre et désigna la seule caisse en bois qui s'y trouvait encore. Alejandro fit signe à l'un de ses hommes d'ouvrir la caisse. À l'intérieur, les bouteilles étaient parfaitement alignées, leurs seaux de cire violette brillant dans le reflet de la cheminée. Le sbire prit une des fioles et la tendit à Alejandro, qui l'examina à la lueur du feu. La fameuse formule des Borgia Cantarella du XXIe siècle, murmura l'Espagnol satisfait. Il sortit de sa poche une liasse de billets à ordre internationaux et la jeta sur la table. Marché conclu. Allons-y. Attends, interrompit Charles, les yeux brillants d'une intensité maniaque qui fit reculer Arthur, craignant une nouvelle explosion de colère de son frère. Charles prit un verre d'eau sur la table et le tendit à Alejandro. Une tradition familiale d'hospitalité, pour trinquer au succès de notre nouveau partenaire. Alejandro regarda le verre et laissa échapper un rire sonore. « Tu me prends pour un imbécile, Borgia? Je connais la réputation de ta lignée. Je ne bois pas d'alcool dans cette maison. » D'un geste rapide et agressif, Alejandro s'empara de son propre verre de whisky dans une flasque métallique, but une bonne gorgée et le reposa. « Prends la boîte. » C'est alors que les gyrophares bleus et rouges d'une voiture de police se mirent à clignoter contre les fenêtres gothiques du manoir. Le hurlement des sirènes résonna dans la cour. Les hommes d'Alejandro, pris de panique, dégainèrent leurs armes et se précipitèrent vers les fenêtres. « C'est ta chance de t'échapper par derrière, Alejandro. Baptiste connaît le chemin sans issue à travers la forêt. » suggéra Arthur, essayant d'accélérer le départ des criminels avant que le manoir ne soit envahi. Alejandro s'empara de la caisse en bois et courut vers l'aile ouest, mais s'arrêta net au milieu du couloir. Ses mains se mirent à trembler violemment et la caisse lui échappa des doigts, se brisant en 1000 morceaux sur le sol. Les fioles volèrent en éclats, emplissant la pièce de l'odeur douceâtre et anesthésiante de la toxine liquide. L'acheteur espagnol se prit la gorge, les yeux écarquillés de terreur, peinant à respirer. Il regarda Charles, les lèvres déjà violacées. « Comment ?» balbutia-t-il, avant de s'effondrer à genoux. Charles s'avança, observant l'agonie de l'homme, avec une froideur glaçante. Le rebondissement inattendu, même pas celui d'Arthur, se produisit. Charles n'avait pas empoisonné l'eau. Dès l'instant où Alejandro était entré dans la pièce, Charles avait remarqué que l'Espagnol portait sa propre flasque à whisky en métal. Quelques minutes plus tôt, pendant qu'il brûlait des papiers dans la cheminée, Charles avait jeté la poudre toxique concentrée directement dans les conduits d'aération de la pièce, sachant que la substance adhérait par électrostatique aux surfaces métalliques, comme le goulot de la flasque qu'Alejandro gardait dans sa poche et touchait constamment. L'Espagnol s'était empoisonné lui-même en touchant son propre objet. Arthur regarda son jeune frère avec un mélange d'admiration et d'effroi. Charles n'était plus la victime fragile qu'il fallait protéger. Il avait planifié l'élimination de l'acheteur, exploitant la paranoïa de ce dernier. Au moment où les policiers frappèrent violemment à la porte principale du manoir, Charles se tourna vers Arthur, étendit les bras et dit avec un sourire sinistre « Ouvre la porte, mon frère. Disons à la police que nous avons été attaqués par des passeurs espagnols. Nous sommes les survivants. »
Le craquement du bois de la porte d'entrée, cédant sous le poids des épaules des policiers, signala le début de la dernière mascarade. Arthur, retrouvant son sang-froid avec la rapidité d'un habitué des apparitions publiques, courut vers le loquet et ouvrit la porte, les yeux écarquillés, feignant une panique totale. 3 policiers de Senlis firent irruption dans le hall, armes au poing, mais la scène qu'ils découvrirent rendit toute investigation supplémentaire superflue. Un homme mort au sol, les lèvres violacées, des éclats de verre éparpillés partout et 2 frères aristocrates acculés contre la cheminée. Charles joua son rôle avec une maîtrise effrayante. Recroquevillé dans un coin, il laissait transparaître sa fragilité physique passée, tandis qu'Arthur expliquait l'attaque. Le récit se déroulait sans accroc. Alejandro et ses hommes de main avaient envahi la propriété, exigeant des reliques précieuses que la société d'Antiquité était censée posséder. Face à leur refus, une bagarre générale avait dégénéré en bris accidentel de vieux flacons de produits chimiques que l'acheteur portait sur lui. Les hommes d'Alejandro, entendant les sirènes, s'étaient enfuis par l'arrière, abandonnant leur chef. La police passa des heures à boucler le site, à récupérer le corps et à interroger les frères séparément. Mais l'affaire était classée. Le laboratoire souterrain avait été verrouillé de l'intérieur avant même que la porte ne soit ouverte, et les travaux de terrassement dans le puits furent justifiés par des rénovations structurelles des fondations de l'ancien monastère. Au petit matin, les voitures de police quittèrent les lieux, laissant derrière elles un silence sépulcral que Senlis n'avait plus connu depuis longtemps. Les frères Borgia restèrent dans la pièce baignés par les premiers rayons du soleil. Arthur ne voyait plus en Charles le précepteur qui dissimulait les fautes de son cadet, mais un associé qui reconnaissait son égal. Ils avaient purifié le sang de Geneviève et la menace d'Alejandro de la même manière, avec la froideur chirurgicale qu'exigeait le nom. L'héritage des Borgia en France ne reposait plus sur la folie ou le crime coupable d'un jeune homme instable, mais sur l'union de 2 esprits qui comprenaient que survivre dans la haute société exigeait des sacrifices macabres. Charles croisa les bras et contempla ses mains, désormais propres et débarrassées de tout doute. Ils avaient conquis le monde extérieur, mais le prix à payer avait été l'abandon définitif de toute trace d'innocence. 6 mois plus tard, les lumières de l'hôtel particulier Senlis restaient éteintes, mais les affaires de la famille Borgia à Paris n'avaient jamais été aussi florissantes. Dans la luxueuse galerie de la rue du Faubourg Saint-Honoré, Arthur recevait l'élite européenne avec des sourires mesurés et des coupes de champagne. À l'arrière de l'établissement, dans un bureau protégé des regards indiscrets, Charles répertoriait avec une précision chirurgicale les nouveaux lots destinés à l'exportation. Il n'avait plus besoin de médicaments. La maîtrise absolue de son propre monstre était son meilleur allié. Soudain, le téléphone satellite vibra sur la table en acajou. Sur l'écran, un message d'un nouveau compte anonyme à Rome ne contenait qu'une photo. L'ancien puits de Senlis, vu de près, la terre fraîchement retirée de sa surface. Sous l'image, une simple ligne de texte. Le passé de la France a des racines trop profondes pour rester enfoui. Il nous faut ouvrir un nouveau chapitre. Charles jeta un coup d'œil à l'écran, esquissa un sourire froid et tapa la réponse sans hésiter. La partie ne faisait que commencer. La lignée des Borgia s'étendit sur des siècles, dissimulant ses secrets sous le poids du pouvoir et du poison. Mais la vérité finit toujours par trouver une faille. Au final, qui était le véritable monstre de cette histoire? L'esprit tourmenté de Charles ou le pragmatisme impitoyable d'Arthur? Si vous avez réussi à survivre au mystère macabre qui se cache dans l'ombre de ce manoir français et à découvrir ce rebondissement surprenant, ne gardez pas ce secret pour vous. Laissez votre commentaire ci-dessous. Pensez-vous que le pacte de silence des frères Borgia résistera à la nouvelle menace venue de Rome? Aimez partager avec vos amis amateurs d'intrigues sombres et réalistes, et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains récits macabres. Were you talking about flippers? We're flippers. Precious silver?
Same thing? Okay. I was just trying to make sure. Because sometimes it's not the same thing. We go. We go. Whee! There's some mushrooms. We take. We go. Wow, I got an egg? Your mom's egg? What can I do with acid mushrooms? Apparently nothing. Oh, isn't this nice? Sea glider? Oh, God. How is my character guessing that we can make this, but the hold on. Shit, our inventory is quite large. Everyone collects too many acid mushrooms early.